que les problèmes de goitre sont très très fréquents dans la population générale, surtout chez la femme, souvent très bénignes, mais voilà, on a une panoplie de moyens, tantôt cliniques, biologiques, radiologiques, pour mettre en évidence des dysfonctionnements. Mais le but aussi, c'est de rationaliser la prescription de toutes ces explorations. Donc, vous allez suivre avec moi. Donc, la thyroïde, c'est un organe qui est unique, qui est plaqué contre la trachée, dans la région cervicale, la forme d'un papillon. Donc, il pèse autour de 25 à 30 grammes. L'unité fonctionnelle de la thyroïde, c'est le follicule, qui vont s'organiser en lobules, eux-mêmes traversés par des vaisseaux sanguins dans les septa, et former bien sûr la glande thyroïde. La connexion est instable, je m'excuse. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Donc, et bien sûr sous une fine capsule conjonctive. On avance un peu sur ça. Donc, l'histologie, vous savez très bien que la thyroïde est formée de thyriocytes, des cellules, ce qui sécrète les hormones thyroïdiennes, notamment la T3, T4 et la thyrioglobuline, et des cellules parafolliculaires ou des cellules C qui produisent la calcitonine. On passe toujours à côté de ce qui est physiologique parce que tout ça, c'est vraiment des choses de base. Bien sûr, la complexation l'internisation de l'iode, et en même temps, il y a une fabrication d'une glycoprotéine qui est la thyrioglobuline. Tout ça va être fabriqué et sécrété dans la colloïde, donc dans l'espace interne qui centre les cellules qui vont border toute cette colloïde, et faire, grâce aux enzymes, une complexation de tyrosyle, de fixation d'un seul atome d'iode par le résidu tyrosyle pour former les monoiodotyrosines, et la fixation de deux atomes d'iode pour former ce qu'on appelle les DIT, la diodotyrosine. Et bien sûr, vous le savez que deux atomes de DIT forment la T4, et un atome de DIT, enfin c'est une molécule de DIT avec une molécule de MIT va former la T3, pardon. Pour les transports, donc un transport spécifique et un transport non spécifique, comme toutes les hormones. Donc l'albumine, c'est un transport non spécifique, et à la TBG, la TBPA, qui sont des transporteurs spécifiques. Bien sûr, il faut garder en tête qu'on dose uniquement les hormones qui sont en forme libre. Donc la totalité de la T4 est circulante, mais la forme la plus active des hormones, c'est la T3, bien sûr, hépatique, de la T4 en T3. Quel est le rôle ou l'effet biologique des hormones thyroïdiennes? L'effet métabolique, c'est un effet métabolisme de base qui augmente la thermogénèse. Donc tout ce qui est basal va, c'est-à-dire augmenter de fonctionnalité. Donc le métabolisme glucidique, c'est des hormones hyperglycémiantes, et tout va être augmenté, notamment même les métabolismes lipidiques. Alors, il augmente la synthèse du cholestérol. Donc, on va avoir, bien sûr, on a terminé avec les hormones thyroïdiennes d'origine folliculaire. Maintenant, le parafolliculaire qui sécrète la calcitonine. Donc, c'est une hormone glycémiante. Elle a tendance à diminuer le taux circulant de calcium. Et donc, elle va augmenter la fixation osseuse du calcium, accélérer l'élimination rénale et intestinale du calcium. Bien sûr, pour un bel physiologie, sur la régulation centrale des hormones thyroïdiennes, sur le feedback court qui est provoqué par la T4 et la T3, c'est un rétrocontrôle inhibiteur de leur production. C'est une action directe, donc les hormones font direct action sur les thyriocytes pour diminuer la sécrétion des hormones. Un feedback moyen qui est stimulé par la TSH, et un feedback lent qui est action hypothalamique, qui est donc la TRH. Les manifestations cliniques de l'hyperthyroïdie, vous gardez traîner, et tout est accéléré. C'est-à-dire qu'on va avoir des signes généraux d'amaigrissement, d'asthénie, de sueur, de thermophobie, et des signes vasculaires de palpitation, insuffisance cardiaque, qui peut aller jusqu'à l'insuffisance cardiaque. Les signes digestifs, c'est une diarrhée, une polyphagie, forcément, qui en découle, et des signes neuromusculaires, c'est la nervosité et l'agitation. Donc, on va récapituler. L'hyperthyroïdie, c'est accélération. Donc, on va avoir asthénie, sueur,
tremblement des extrémités, palpitations, diarrhée. L'hypothyroïdie, c'est tout l'inverse, tout est ralenti, c'est un syndrome hypométabolique, donc asthénie physique, frilosité, pâleur, froideur des extrémités, donc crampes musculaires et des myalgies qui peut même aller au syndrome du canal carpien. D'ailleurs, on dit souvent devant un syndrome, devant des myalgies ou des syndromes du canal carpien bilatéral, on suspecte une hypothyroïdie. L'exploration de la glande thyroïde, donc en présence de 2 signes ou 2 types d'anomalies, on va orienter notre exploration. Donc on a un dysfonctionnement, on parle de fonctionnalité de sécrétion hormonale, soit on a une hyperthyroïdie, soit on a une hyperthyroïdie, soit on a une euthyroïdie, c'est-à-dire tout fonctionne très bien, qu'on a seulement des problèmes morphologiques ou de dysmorphisme. Le dysmorphisme est subdivisé en 2, on va dire 2 grandes catégories. Goitre homogène, là le goitre, vous connaissez très bien, c'est une augmentation du volume de la glande thyroïde, que ce soit une forme homogène, c'est-à-dire anodulaire, ou des formes nodulaires. Donc l'existence d'un nodule au niveau d'une thyroïde va forcément augmenter la taille de la glande thyroïde dans sa globalité. Souvent les deux, donc le dysmorphisme et le dysfonctionnement cohabitent. C'est-à-dire qu'on va avoir un nodule toxique avec une TSH freinée, un nodule froid avec une hypothyroïdie, etc. Donc, on a, pour l'exploration fonctionnelle, on a le dosage biologique. D'accord? Les dosages biologiques, c'est les hormones. Donc, dosage des hormones, des dosages immunologiques, les anticorps qu'on va voir tout à l'heure, la biochimie et la biologie moléculaire qu'on va pas du tout détailler parce que c'est ultra spécialisé. On a la scintigraphie thyroïdienne aussi, qui est un examen fonctionnel, c'est-à-dire il va explorer la fonctionnalité, mais aussi un peu quand même le dysmorphisme, c'est-à-dire la morphologie de la glande thyroïde. Donc, on récapitule, les dosages biologiques sont pour la fonctionnalité. La scintigraphie, c'est un examen morphologique, mais surtout fonctionnel. L'exploration fonctionnelle thyroïdienne a pour but d'abord de préciser si le corps thyroïdien assure un rôle sécrétoire ou non. Donc, on voit s'il y a une hyperthyroïdie, une hypothyroïdie, est-ce qu'il y a une euthyroïdie. Donc, on analyse aussi les rapports entre cette glande et les facteurs de stimulation normaux de la TSH. Est-ce que le caractère topographique, à peu près, est-ce que c'est une glande en place, qui n'est pas en place? Est-ce qu'il y a des nodules? Où est-ce qu'ils sont situés? Établir un diagnostic anatomopathologique. Le rôle aussi de la fonctionnalité, c'est de voir des détails, c'est-à-dire l'anatomopathologie, la cytologie, et aussi la biologie moléculaire, c'est-à-dire déterminer les caractéristiques génétiques, oncogénétiques, par exemple d'un cancer de la thyroïde ou autre chose, ou dans la recherche des NEM, par exemple. La sélection de l'examen à demander et son interprétation correcte repose sur la connaissance de la physiologie thyroïdienne et l'analyse des signes cliniques d'appel. Donc tout ça, vous devez les connaître par cœur pour pouvoir réellement prendre en charge un malade qui a un problème thyroïde. L'exploration statique. Donc dans l'exploration des hormones thyroïdiennes, on a l'exploration statique. Donc, dosage hormonaux, première hormone à doser, la première de première intention, souvent par méthode radio-immunologique, c'est le gold standard, c'est-à-dire c'est des méthodes de médecine nucléaire ou des méthodes immuno-enzymatiques, des méthodes aussi très très précises et validées. Elle permet de détecter l'ensemble des dysfonctions thyroïdiennes, même dans les formes même infracliniques. La valeur normale de la TSH est autour de 0,4 avec un maxima à 4 micro-unités par millilitre. Ça devrait nous suffire, sauf que des fois, on a besoin d'explorer un peu plus, demander les T4 ou les FT4 ou le T4L, c'est-à-dire libre, free T4, qui va confirmer ou infirmer l'hypothyroïdie ou l'hyperthyroïdie. La T3, demandée dans les cas exceptionnels de hyperthyroïdie à T3. Si la TSH elle est basse et la T4 est normale. Il peut exister dans les cas par exemple, les patients chez qui il y a une forte prise d'amiodarone ou une prise d'amiodarone sur une longue durée. La T4 et la T3 circulantes sont liées à plus de 99% des protéines de transport, donc la TBG comme on l'a vu tout à l'heure, la TBA et l'albumine. Donc on dose uniquement la fraction libre, la FT3, FT4. Leurs valeurs normales sont mises dans la diapo, donc c'est pas la peine que je détaille ça. La thyrioglobuline aussi, c'est une hormone qui est dosée, mais uniquement dans le cas d'un cancer de la thyroïde, dans le suivi. C'est un marqueur tumoral en fait. Il va faire office d'un marqueur tumoral après thyroïdectomie.
C'est un marqueur très sensible et très spécifique. Donc ça va être très spécialisé, peut-être pour un généraliste, ça va être un peu flou, mais l'intérêt est, après thyroïdectomie totale, la persistance ou l'apparition d'un taux de TG anormalement élevé, signe d'existence de métastases, peut-être ganglionnaires, osseuses ou pulmonaires. Donc la TG, il faut garder en tête que c'est pas un paramètre diagnostique dans le cancer de la thyroïde. C'est-à-dire un TG élevé ne signe pas le cancer de la thyroïde. Elle est utile uniquement après thyroïdectomie. Pourquoi? Parce que seuls les thyroïdocytes sécrètent la TG et si le patient a fait une thyroïdectomie, il n'est pas censé avoir de la TG élevée après thyroïdectomie. Donc si elle s'élève après quelques années, c'est que il y a un problème, il y a une recrudescence, il y a une rechute forcément. La TG augmente également chez quelqu'un qui a une thyroïde normale en place, dans le goitre simple, elle peut exister dans le goitre homogène, dans les dysthyroïdies, et dans quelques cas où la TG est effondrée. La calcitonine sérique, donc c'est la calcitonine, comme je l'ai dit auparavant, est sécrétée par les soins immunométriques ou radio-immunométriques. Marquage diagnostique, par contre, et de dépistage du suivi thérapeutique des cancers médulaires. Ici, par contre, la calcitonine va énormément nous aider dans le diagnostic du cancer médulaire, surtout quand les doses sont très, très, très élevées. Donc, les résultats normaux sont inférieurs à 10 nanogrammes. Si c'est plus, surtout 2-3 fois plus, elle signe carrément le cancer médulaire de la thyroïde. Les dosages biochimiques vont être résumés dans l'iodémie et l'iodurie, c'est-à-dire lorsqu'on suspecte une surcharge iodée, chez un patient, par exemple, prise médicamenteuse d'amiodarone, etc., on va doser l'iode dans les urines et dans le sang pour dépister, par exemple, des goitres à vide d'iode par fuite urinaire d'iodure, et vous avez les valeurs normales en bas. Les dosages immunologiques, il faut vous accrocher là parce que c'est très spécifique. Donc, les dosages des anticorps antiperoxydase, des anti-TPO, donc c'est des marqueurs d'auto-immunité thyroïdienne. Peu d'apport dans la démarche diagnostique, par contre, elle a un énorme intérêt dans le suivi et dans l'intérêt étiologique. Donc, pas d'intérêt dans le diagnostic, c'est-à-dire c'est pas elle qui va nous dire que c'est une thyroïdite d'Hashimoto, par exemple, avec certitude, mais elle a un intérêt dans la recherche étiologique elle n'a pas une démarche diagnostique dans l'hypothyroïdie, mais elle a un intérêt diagnostique pour la recherche donc étiologique et dans le suivi plus tard d'une thyroïdite d'Hashimoto, par exemple. Donc, elle a un intérêt dans le suivi, définir le caractère définitif et non réversible de l'hypothyroïdie. Dans le suivi, si elle est toujours positive, c'est que la thyroïdite d'Hashimoto a un caractère plus ou moins définitif et non réversible. Les dosages des anticorps antirécepteurs de la TSH, vous avez certainement fait ça dans la maladie de Bason, dans les hyperthyroïdies. Un intérêt diagnostique dans la maladie de Bason, du diagnostic incertain. Parce que des fois, la TSH suffit, on peut faire une scintigraphie, etc. Elle est positive dans 70 à 100% des basoïens non traités. Elle utilise thyroïdien de synthèse et leur persistance au cours d'un traitement médical a une forte probabilité de rechute précoce. Donc, elle a aussi une valeur pronostique. Vous savez ce que c'est dire la pronostic? C'est-à-dire, elle va, dans le suivi, comment la maladie va évoluer. Les anticorps anti-TG, j'espère que vous en entendez tous. Si vous avez des questions, alors je vous attends. Donc, suivi donc les anticorps antithyroïdiens. Les antithyroïdiens est positif dans la thyroïdite auto-immune, mais donc elle a moindre intérêt, moins sensibilité par rapport aux anti-TPO. L'intérêt du dosage des anticorps de la anti-TG, c'est le suivi d'une thyroïdite d'Hashimoto. Et surtout, c'est le suivi des cancers thyroïdiens. Comme je vous ai dit, la TG devient un marqueur dans le cancer thyroïdien et forcément, les anticorps anti-TG deviennent aussi un paramètre très important à évaluer dans un cancer. C'est-à-dire que lorsque la TG est élevée et que les anticorps sont normaux, c'est que la TG est réellement élevée. S'il y a une TG basse, donc on ne s'inquiète pas, mais qu'on trouve les anticorps positifs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'anticorps qui vont inhiber, qui vont nous empêcher de doser la TG, et du coup, on a une fausse impression de négativité de la TG. Donc, il faut absolument que les anticorps soient négatifs. C'est pour ça que je vous dis, le suivi des cancers thyroïdiens sont très importants. Donc, le dosage des anticorps anti-TG sont très importants.
J'avance aussi, donc on passe aussi à l'étude génétique, dont j'ai dit c'est très spécialisé, donc la recherche de mutations d'oncogènes responsables de formes familiales ou même des formes sporadiques d'énèmes de type 2A ou 2B. Voilà, vous devez juste savoir que c'est un moyen d'explorer de manière fonctionnelle certaines pathologies thyroïdiennes. Exploration dynamique maintenant. Je tiens à vous informer qu'en fait, toutes ces explorations dynamiques, elles sont carrément à l'abandon parce que c'est des tests qui sont de moins en moins utilisés depuis l'utilisation des dosages ultra sensibles de la TSH et de toutes d'autres hormones. Mais il faudra les connaître à titre indicatif ou même anecdotique. Donc, la test à la TRH, c'est un test de stimulation de la sécrétion de la TSH. Donc, on va injecter une quantité de 250 microgrammes de TRH. Donc, vous savez, TRH, c'est l'hormone sécrétée par l'hypothalamus. Et on va doser la TSH avant et après injection. Le test permet de préciser le niveau périphérique ou central de l'hypothyroïdie. Donc, elle a un intérêt surtout dans les cas limites d'hypothyroïdie. Mais comme je vous ai dit, avec les dosages ultrasensibles, on descend très bas dans la détection des seuils de limite de détection. Donc, il n'y a plus de problème dans ce dosage-là. On arrive à détecter des TSH très, très, très basses. Donc, il n'y a plus de problème et on n'a plus besoin de faire des tests à TRH. Donc, il faut savoir que dans l'insuffisance thyroïdienne de type 1, la réponse est explosive. Bien sûr, quand la forme est essentiellement due à un problème de la TRH, et pas de réponse d'hypothyroïdie secondaire lorsque l'origine est hypophysaire. Donc, on passe à la test de Werner, ou test de freinage de la TRH. C'est un test de résistance aux hormones. C'est-à-dire quand vous savez que la T3, elle provient de la désiodation de la T4 au niveau hépatique, au niveau périphérique. Donc, lorsqu'il y a, et vous savez très bien qu'aussi la T3, c'est la forme active des hormones thyroïdiennes. Donc, lorsqu'il y a une résistance aux hormones, là, on va avoir une augmentation de la T3. Donc, mesure de la sécrétion de fixation à la scintigraphie avant et au 3e jour de l'administration de l'hormone T3, ce qu'on appelle le Sinomel. Elle est normalement diminuée de moitié en fin d'épreuve, la fixation, et en cas d'absence de freinage, il s'agit d'une hyperthyroïdie. Voilà. Pareil, avec l'avènement des dosages ultrasensibles, où on descend beaucoup, beaucoup plus bas que 0,3. Donc la connexion n'est pas très bonne, je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Elle est inutile si la TSH elle est inférieure à 0,3. Non, on peut descendre jusqu'à des taux beaucoup plus bas que 0,3. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a plus de test de Werner qui est pratiqué. Même dans les livres que j'ai trouvés, c'est vraiment ça date de quelques années. Le dosage de la calcitonine, il peut être encore utilisé, bien qu'il y a maintenant de l'imagerie qui peut remplacer tout ça. Donc ils vont injecter de la pentagastrine et faire des prélèvements à T0, T2, 5 et 10 minutes post-injection. Donc là, c'est lorsque la calcitonine a un taux limite ou normal, et afin de différencier l'hyperplasie des cellules C avec un carcinome médulaire de la thyroïde. Voilà, c'est hautement prédictif d'un carcinome médulaire lorsque le taux de pentagastrine est très élevé. Maintenant, on passe à un côté plus clinique, plus pratique, voilà, ce que vous allez faire, voir tous dans votre pratique quotidienne, l'hypothyroïdie primaire, lorsque la TSH est élevée et les hormones la thyréose, donc il n'y a forcément pas beaucoup de tissu thyroïdien pour sécréter les hormones. Donc la TSH continuera à être stimulée, à être sécrétée. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'hormones. Justement pour compenser ce manque d'hormones, la TSH va continuer à augmenter. Donc c'est l'absence de glandes, la thyréose. Le déficit en iode aussi, donc on va avoir pas assez d'iode pour fabriquer la T3, T4, donc va être diminué, et par feedback,
donc négative, la TSH va être sécrétée pour essayer de stimuler les cellules. L'hypothyroïdie congénitale, l'hypothyroïdie thérapeutique et l'insuffisance d'origine inflammatoire auto-immune, par exemple dans la maladie d'Hashimoto. Ici, on a une TSH en général normale ou dans les normes, une T3, T4 basse. Les tumeurs hypophysaires sécrétantes,